Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 9 janvier 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Avant de commencer la lecture de quelques passages tirés de ce livre d'Amos Oz, Comment guérir un fanatique, ouais, par l'empathie, par la capacité à se mettre dans la peau de l'autre et également dans la capacité de négocier des compromis avec les autres, d'accepter que finalement, peut-être, il n'y aura pas de gagnant absolu. Mais avant, je ne sais si on le voit, je vais me tourner. J'ai reçu ceci hier par la poste. Je vous le montre, je vais m'approcher, donnez que vous le voyez bien. Voilà. J'ai reçu donc ceci de Francine Meté et je dois vous avouer que ce magnifique présent, ce tableautin représentant une égérie carrée rouge, une des nombreuses manifestantes lors de ce magnifique printemps 2012, dont nous avons tous la nostalgie. J'y reviendrai, si vous permettez. Alors, ce présent est arrivé fort à propos hier, au milieu de la journée, d'une journée qui commençait sous, sous le signe du péril, car j'avais rendez-vous avec quelqu'un de l'administration publique qu'il ne fait pas bon rencontrer. Pour ne pas en dire davantage, disons la branche de l'État qu'on redoute le plus que la police. Alors voilà, et ça a été finalement une journée qui, au fur et à mesure qu'elle avançait, cette journée, qui a été une belle journée. Et le point d'orgue de cette belle journée, c'est ce présent que m'a offert Francine Meté. Alors, je vais le reposer là où il était, à côté du tableau de Jean Lefebvre. Et il va m'accompagner, j'espère qu'on le voit bien, il va m'accompagner pour les prochains jours. Et après, je vais l'apporter à ma librairie. Alors oui, printemps 2012, il est bien loin déjà ce printemps, presque 2 ans maintenant. 15 février débutait cette grève historique des étudiants. Et la situation est comparable à celle qui a suivi mai 68. Qu'est-ce à dire? Que les forces de répression, on l'a vu avec les règlements P6, entre autres, qui interdit les manifestations masquées. Curieux monde, hein? Où on permet aux femmes de se voiler, mais on ne permet pas aux gens qui s'opposent à cet État ou à certaines lois de cet État, eh bien, de s'avancer masqués. Ce qui revient peut-être à dire que la religion, on s'en calisse, mais que le politique, oh, attention. Ça, c'est du solide. Alors, ce qui s'est passé donc au lendemain de mai 68, les étudiants et beaucoup de groupes sociaux s'étaient fédérés contre la figure patriarcale, vieillissante et, disons-le franchement, finissante, même si nous, au Québec, nous ne partageons pas ce point de vue, à cause de cette fameuse déclaration que vous connaissez. Eh bien, De Gaulle, son régime a été une fin de règne assez éprouvante pour les Français. Et les étudiants ont été les catalyseurs d'une révolte, d'une mini-révolte contre Charles de Gaulle. Mais que s'est-il passé par la suite? Eh bien, répression policière et tous les groupes qui s'étaient fédérés contre cette figure du général se sont subdivisés en groupuscules qui se sont attaqués les uns les autres, ce à quoi nous assistons présentement au Québec. Et ça se subdivise à l'infini. Et ça se subdivise à l'infini et chacun de ces groupes tente d'imposer son point de vue à d'autres groupes. Et beaucoup de gens
de jeunes en particulier, en fait, font l'expérience âpre du militantisme, ce qu'est le militantisme. Et force est d'admettre qu'on y retrouve dans les milieux militants les mêmes travers que l'on dénonce dans la société en général. Les mêmes power trips, les mêmes trips d'ego, des gens qui veulent diriger, des gens qui veulent imposer leur point de vue, et qui sont souvent les mêmes qui disent « Ouais, écoutez, on est divisé entre nous, suivez-moi, ça va être plus simple. » Le printemps 2012, nous étions des centaines de milliers à certaines manifestations et nous provenions de familles politiques différentes. Nous provenions de groupes sociaux différents, mais nous avions tous un point commun. Nous en avions ras-le-bol de l'administration Charest. Administration que l'histoire va retenir comme étant une administration corrompue, parfaitement corrompue, inepte, aucun projet collectif. En fait, Jean Charest n'était là que pour empêcher les indépendantistes, même mous, de prendre le pouvoir. Ouais. Les grandes réalisations de Jean Charest sont inexistantes. Et quant à la... Bon, visiblement, je ne vous lirai pas Amos Oz. On ira pour demain avec la posologie, là, pour guérir du fanatisme. Donc, Jean Charest est au fond un peu responsable de ce qui se passe avec la charte, car il avait l'opportunité, suite à cette commission d'enquête qu'il a créée, la commission Bouchard-Taylor, il avait la possibilité de mettre en application le rapport Bouchard-Taylor. En bon néolibéral, il n'en a rien fait. Les questions éthiques, morales ou religieuses doivent être toujours assujetties aux questions économiques. Alors, il n'en a rien fait, mais c'était quand même un problème. La question des accommodements raisonnables, comment aménager un espace commun et neutre, reste fondamentale dans notre vivre ensemble démocratique. Jean Charest a créé cette commission, il a pris le rapport et il l'a mis sur la tablette. C'est comme ça que les néolibéraux dirigent. Ils évacuent les questions éthiques. Le Parti québécois, qui est un parti davantage, vous le savez, idéologique qu'économique, quoique on y reviendra, eh bien, ne pouvait pas ne pas s'occuper de cette question-là, qui est une question existentielle et qui taraude la majorité des Québécois. Est-ce que leur approche a été la bonne? Est-ce qu'ils auraient dû faire des choses autrement? Sans doute, oui, mais je ne crois pas qu'en cette matière, même les solutions ou les propositions les plus finement élaborées puissent trouver un consensus. C'est nécessairement la bagarre. Mais jusqu'où pouvons-nous nous bagarrer? Telle est la question. Jusqu'où pouvons-nous aller dans notre désir de vouloir créer quelque chose? Voyez, je vais vous lire un tout petit passage là-dessus, d'Amos Oz, et je conclue là-dessus. Ouais, aussi, j'ai posté, donné une dernière parenthèse, j'ai posté il y a quelques minutes sur ma page Facebook une entrevue qu'a donnée Jean-Paul Sartre sur le droit international. Depuis le printemps 2012, je relis beaucoup Sartre. Sartre nourrit mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et à ma librairie, depuis 20 ans, je ne vois défiler que des jeunes qui lisent Raymond Aron. Disons, là, pour faire des statistiques brèves, j'ai vendu 20 livres de Raymond Aron pour un livre de Jean-Paul Sartre. Et Raymond Aron reste, pour un jeune qui veut faire sa place dans la société, reste un auteur important. Mais Sartre, pour faire sa place dans la vie, il reste un auteur davantage marquant. Alors voilà, un petit passage.
C'est toujours le même dilemme. De quelle manière agir quand on est témoin de la souffrance, de l'injustice, de l'oppression, de la violence, de la démagogie, du chauvinisme, du fondamentalisme et du fanatisme? Comment faire entendre sa voix lorsqu'on jouit d'un certain crédit et que l'on est un homme de plume? Est-on en droit de se dire le sang coule au coin de la rue, alors il n'est plus temps de raconter des histoires d'amour ou des récits érudits, raffinés, complexes et expérimentaux, mais c'est le moment de se battre contre l'injustice. Quand cela m'arrive, je sens quelque part, je trahis mon art, la subtilité et l'ambivalence et de la nuance. Mais si je m'attelle aux différentes tournures syntaxiques d'une phrase, à certains problèmes idiomatiques ou à la cadence d'une période, il y a une petite voix en moi qui me taxe de traître. Comment peux-tu écrire quand des gens se font tuer à 15 ou 20 kilomètres de chez toi? Quel comportement adopter en pareille situation? De toute façon, vous êtes un traître. Quoi que vous fassiez, soit vous trahissez votre art, soit vous trahissez votre devoir de citoyen. À cela, j'ai une réponse toute prête, qui me sert en d'autres situations. Je transige. Je crois au compromis, bien que sachant que ce mot a mauvaise réputation dans les cercles idéalistes européens, la jeunesse en particulier. Pour eux, compromis égale manque d'intégrité, d'équilibre, de consistance, d'honnêteté. Le compromis, sans mauvais, il est malhonnête. Eh bien, c'est ce que nous dit Sartre dans l'entretien que j'ai posté, Sartre et la politique internationale, c'est que l'écrivain doit, en quelque sorte, pour pouvoir avoir le privilège de continuer à écrire, il doit s'impliquer politiquement. Voilà. C'est la réponse sartrienne, un va-et-vient entre l'activité personnelle et l'activité qui engage par, par la politique. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Oui, mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur. Vous pouvez également me téléphoner dans 514-736-0999. Et vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Mais ne vous avancez pas avec un avatar. Ayez le courage d'être ce que vous êtes. De toute façon, on n'échappe jamais à ce que nous sommes. Comme dit Sartre, on peut guérir d'une névrose, mais on ne guérit pas de soi-même. Merci, bonne journée.